Chères toutes et tous, c'est avec une pointe d'émotion que j'ouvre cette 12e édition de nos Lunch and Learn. Émotion parce que c'est effectivement la dernière session. En effet, les travaux de la chaire sur la modération des contenus, qui est un projet qui a été financé par la région Île-de-France, touchent doucement à leur fin et nous sommes ravis de pouvoir clôturer ces événements avec l'un des acteurs les plus centraux de cette thématique, en tout cas l'un de ses représentants qui est aujourd'hui avec nous, Arthur Tréguier, qui travaille pour la Commission européenne. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos événements et de nos travaux sur le site de la chaire, régulation-tech.cnam.fr. Et donc, comme je le disais, je suis aujourd'hui vraiment ravie de pouvoir accueillir Arthur Tréguier, qui est DSA Officer en charge en fait de la mise en œuvre du DSA en France au sein du service de la DG Connect, qui est un service de la Commission européenne. Et il travaille vraiment à la parfaite interface entre le régulateur européen, qui est la Commission européenne, et le régulateur national, le fameux coordinateur pour les services numériques, qui est en France l'ARCOM. Comme à l'accoutumée, Arthur fera un bref exposé d'une vingtaine de minutes, puis on ouvrira un temps de questions et de réponses. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez poser vos questions dans le chat et que je me ferai un plaisir de pouvoir les relayer verbalement. Voici donc Arthur, le temps de parole est désormais ouvert. Super, merci beaucoup Suzanne pour cette invitation. Et d'abord félicitations aussi pour l'ensemble des travaux menés par la chaire sur la modération des contenus. Je pense que c'est effectivement très important de pouvoir comme ça avoir des espaces dédiés pour discuter des enjeux de modération des contenus, des enjeux de régulation des plateformes et d'avoir un espace où on peut un peu discuter entre alors j'aime pas le mot, mais entre experts, on va dire, mais en tout cas entre gens qui connaissent pour essayer de comprendre comment fonctionne le DSA, essayer de comprendre qui fait quoi, comment on peut y participer collectivement, etc. Moi, c'est quelque chose que je dis tout le temps, c'est que la mise en œuvre du DSA, effectivement, c'est un exercice collectif. C'est un exercice collectif avec beaucoup d'acteurs différents. Évidemment, il y a la Commission et le rôle central de la Commission européenne dans la mise en œuvre, mais il y a bien sûr les régulateurs nationaux. Il y a aussi l'ensemble de la société civile, les chercheurs, les associations, les autres autorités, etc. Et c'est un peu là-dessus que j'aurais envie de revenir dans ma présentation pour un peu expliquer comment ça fonctionne, et comment ça s'articule, qui fait quoi, comment on peut y participer. Et peut-être pour une fois, parce que je pense que j'ai bien compris que donc je clôturais cette session, donc j'imagine que tout le monde connaît maintenant le DSA, comment ça fonctionne. Donc je pense que je ne vais pas revenir en détail sur le fonctionnement du DSA et présenter le règlement, mais peut-être essayer de donner un peu des exemples concrets de ce qu'on a fait à la Commission européenne récemment, revenir un peu sur les enquêtes dont on parle beaucoup, mais qui sont peut-être pas forcément claires pour tous. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de faire. Alors, oui, tu peux passer. Donc effectivement, donc je m'appelle Arthur, je travaille à la DG Connect et j'ai un statut qui est un peu particulier parce que je suis basé à Paris, donc je suis détaché par la DG Connect à Paris pour justement faire le lien avec vous. Donc faire le lien avec la société civile, avec le monde de la recherche et bien sûr avec les autorités publiques. J'ai aussi une autre casquette qui est celle de faire remonter des informations de possibles infractions au DSA. Et enfin, en fait, j'aime bien dire que mon objectif, c'est aussi simplement de pouvoir répondre aux questions que les gens se posent sur le DSA, d'expliquer ce qu'on fait et d'être toujours disponible. Et on sait qu'en fait, c'est un peu une boîte noire, la Commission européenne. On ne sait pas vraiment qui est au bout du fil ou au bout de l'email. Et c'est l'idée d'avoir justement des DSA officers, donc des représentants de la Commission européenne partout dans les États membres. Donc, il y en a 26 comme moi dans chaque... Enfin, il y en a 26 plus moi dans chaque État membre, dans chaque capitale. Donc, ce que je disais pour la présentation, donc j'ai compris que j'avais à peu près 20 minutes. Je vais essayer de m'y tenir. Donc, quand même revenir sur la mise en place institutionnelle du DSA.
Ce qu'on a fait depuis plus de 4 ans, je pense que c'est important de voir aussi d'avoir une certaine perspective historique par rapport à ça. Ça permet de remettre un peu les choses en contexte. Ensuite, un point qui sera peut-être le point le plus long sur les enquêtes en cours, où est-ce qu'on est, ce qu'on fait, comment on travaille, etc. Et enfin, une session que j'ai appelée Tips and Tricks, qui est un peu quelques conseils que je pourrais donner à la communauté comme ça française sur comment participer à la mise en œuvre du DSA, comment obtenir des informations, essayer de mieux comprendre. Donc, je pense que c'est important et c'est aussi un objectif stratégique qu'on a à la Commission européenne de vraiment pouvoir montrer qu'on est inclusif dans notre mise en œuvre et surtout qu'on peut bénéficier aussi de l'expertise de chacun. Donc, oui, ce que je disais sur la mise en œuvre institutionnelle, on en entend souvent parler, on dit la Commission européenne est trop lente, le DSA c'est trop lent, on veut des amendes, on veut que ça aille plus vite, on veut des changements radicaux sur les plateformes. Mais en fait, à l'échelle du temps un peu long, du temps de la régulation, en fait, on se rend compte qu'on est quand même assez rapide et surtout que c'est un processus qui est vraiment progressif et qui est un peu, j'ai envie de dire, inarrêtable. Donc, juste pour rappeler, en 2022, le DSA a été adopté, donc en octobre 2022, le texte a été publié. Ça ne veut pas dire qu'il est rentré immédiatement en œuvre en 2022. En fait, forcément, ça prend du temps. C'était un texte qui était très innovant dans sa structure, dans sa mise en œuvre. Et donc, en fait, c'est seulement en 2023 que les premiers services ont été désignés. Donc, les premiers services de plus de 45 millions d'utilisateurs ont été désignés en 2023. Et donc, en fait, les obligations les plus strictes qui s'appliquent à ces services-là ces services devaient respecter ces obligations les plus strictes seulement 4 mois après leur désignation. Donc, on voit que c'est déjà quasi 1 an et demi ou 2 ans après l'adoption du texte. Ensuite, en 2024, en fait, l'Arcom, donc dont on évoquait le rôle tout à l'heure, l'Arcom a été désigné coordinateur pour les services numériques seulement en 2024, après une procédure qui a été un peu compliquée, qui a pris un peu de temps. Et les premiers signaleurs de confiance ont aussi seulement été désignés en 2024. Donc, on voit qu'en fait, c'est encore une fois une mise en œuvre qui est assez progressive. Et ensuite, seulement en 2025, donc avant ça, on a bien sûr lancé des enquêtes et je reviendrai sur ce que ça veut dire lancer une enquête. Mais en fait, la première décision de non-conformité contre X a été publiée seulement en décembre 2025. Donc, on voit encore une fois que c'est assez progressif. Et encore une fois, quand on regarde un peu précisément sur ces décisions de non-conformité et ces enquêtes, en fait, on se rend compte que la décision de non-conformité sur X, c'est sur des aspects assez techniques du règlement et qu'en fait, seulement en 2026, donc seulement au semestre actuel, on va dire, il y a les premières conclusions préliminaires sur les risques systémiques, donc vraiment le cœur du DSA, vraiment le cœur du réacteur. Et en fait, c'est les conclusions préliminaires sur les risques systémiques, donc que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur Meta. En fait, ces conclusions préliminaires, elles ont été publiées seulement cette année. Donc, enfin, même là, dans les mois passés, et même pour Meta, juste la semaine dernière. Donc, on voit véritablement que ça se met en place progressivement, mais qu'effectivement, ça met un petit peu de temps. Juste, j'imagine que c'est connu pour vous tous, mais je pense que c'est quand même important, encore une fois, de rappeler qui fait quoi et où est-ce qu'on se situe quand on parle du DSA. Donc, bien évidemment, l'Arcom a un rôle essentiel. Donc, l'Arcom est coordinateur pour les services numériques. Donc, l'Arcom est compétent pour le respect des obligations pour l'ensemble des services établis en France. Et en fait, il y a quand même un certain nombre de services qui sont établis en France, qui ont quand même une importance. On peut évidemment penser au marketplace, Fnac.com, Le Bon Coin, mais aussi à certains réseaux sociaux. Je pense notamment à Biril, mais aussi par exemple la plateforme Mime dont on parle souvent négativement. Tout ça, c'est des acteurs qui sont français et c'est vraiment l'Arcom qui doit faire respecter les obligations. Ensuite, la Commission européenne a un rôle véritablement central. Elle a un rôle d'animation du réseau, mais elle a aussi un rôle de régulateur directement. Donc nous, on régule les obligations les plus strictes des plus grands services. Donc, c'est les articles à partir de l'article 33 du DSA, donc les obligations les plus strictes pour les plateformes qui ont été désignées. Et enfin, on a un troisième acteur qui est en fait le rassemblement des coordinateurs pour les services nationaux et la Commission européenne, donc le board pour les services numériques. Et là, l'objectif du board, c'est de passer d'une
d'une mise en œuvre un peu parsemée comme ça et fractionnelle à une mise en œuvre cohérente où chacun a la même vision et chacun a les mêmes priorités sur la mise en œuvre du DSA. Ça, je trouve que c'est assez intéressant et je le rappelle toujours. L'équipe qui a négocié le DSA en 2020, jusqu'à 2022, c'est une équipe d'une quinzaine de personnes à la Commission européenne. C'est vraiment une toute petite équipe. C'est quelques collègues avec évidemment le soutien de la présidence française, mais c'était très restreint. Et en fait, il faut bien se dire qu'on est passé d'une équipe très restreinte d'une quinzaine de personnes environ à aujourd'hui, on est quasi 250 collègues simplement à la Commission européenne qui travaillent sur la mise en œuvre du DSA. Mais en fait, aux 250 collègues de la Commission européenne, il faut rajouter l'ensemble des régulateurs nationaux, l'ensemble des autorités compétentes, l'ensemble de la société civile. Et donc, vous pouvez bien imaginer qu'en fait, avoir autant de gens, recruter autant de gens, faire en sorte que chacun comprenne un peu ce qu'il doit faire, que chacun comprenne son rôle, etc. Vous pouvez bien comprendre que, évidemment, ça met un certain nombre de temps. Et donc, on est vraiment passé d'un réseau qui était très informel, qui était très embryonnaire, à aujourd'hui une structure institutionnelle qui est vraiment complète, qui est très stabilisée, qui est très formalisée aussi. Encore une fois, je ne veux pas rentrer sur les détails du fonctionnement du board parce que je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde ici, mais moi, je me souviens très bien parce qu'à l'époque, je travaillais à l'ARCOM, du premier appel qu'on a eu entre régulateurs. On était 6 régulateurs. On se connaissait absolument pas, on savait absolument pas comment on allait prendre ce texte qui était un peu tentaculaire comme ça. Et on a dû se dire, OK, voilà, quelles sont nos priorités, etc. Et petit à petit, en fait, ça s'est mis en place. Mais effectivement, ça a pris forcément un peu de temps. Mais je pense que le plus important pour aujourd'hui, c'était revenir sur l'action de la Commission européenne, les enquêtes en cours, ce qu'on fait, comment on travaille, etc. Pour moi, ça, c'est peut-être le slide le plus important, ou en tout cas, c'est celui que j'ai envie d'expliquer le plus en détail, c'est comment fonctionnent les enquêtes dont on parle tant, les enquêtes du DSA, et à quoi ça correspond. Donc, en fait, il faut se dire que la Commission européenne et les régulateurs nationaux, en fait, on est toujours à la recherche d'informations qui iraient étayer ou qui iraient alerter sur une potentielle infraction au DSA. Donc, en fait, toujours, notre travail principal, c'est vraiment faire le monitoring des plateformes, c'est-à-dire s'assurer qu'elles respectent l'ensemble des obligations du règlement. Et donc pour le faire, on a différentes techniques. On peut le faire simplement en desk research, donc nous-mêmes aller voir est-ce que la base de transparence fonctionne, est-ce qu'on reçoit bien les informations des plateformes, on analyse les rapports de transparence des plateformes, on analyse les rapports sur les risques systémiques des plateformes, on discute aussi simplement avec des chercheurs, avec des organisations de la société civile qui vont nous faire part de certaines informations. On peut, par exemple, sur les marketplaces, faire du mystery shopping, donc commander des produits simplement pour voir combien de produits seraient défectueux, combien de produits ne respecteraient pas un certain nombre de règles européennes, etc., combien de produits seraient illicites de la contrefaçon, etc. Donc, en fait, la base de notre travail, c'est vraiment rechercher de l'information et essayer de caractériser, oui ou non, une infraction au DSA. Et ça, on le fait tout le temps pour l'ensemble des plateformes qui sont désignées, et les régulateurs nationaux le font aussi pour les plateformes qui ont moins de 45 millions d'utilisateurs. À partir du moment où on a une suspicion suffisamment solide, on peut décider d'ouvrir une enquête. Donc, quand on ouvre une enquête, c'est on dit, bah voilà, là, on va regarder plus précisément certains sujets du DSA. Donc, par exemple, ça va être les mécanismes de notification d'une certaine plateforme qui ne fonctionnerait pas. Et donc là, on le dit publiquement, on ouvre une enquête sur une plateforme, sur un grief précis. Et ensuite, l'enquête continue, donc continue jusqu'à arriver à des conclusions préliminaires. Les conclusions préliminaires, c'est on dit publiquement de la même manière, voilà, nous, on considère aujourd'hui, sur la base de l'ensemble des informations qu'on a reçues, sur la base de notre propre travail, que cette plateforme ne respecte pas le DSA. Mais comme son nom l'indique, c'est seulement des conclusions préliminaires, ce qui veut dire qu'en fait, la plateforme a toujours le droit à la défense. Et en fait, dans tout système démocratique et dans toute procédure judiciaire ou pénale, il y a toujours un droit à la défense. On expose toujours les griefs
à l'entité ou à la personne avant de pouvoir la conclure de manière définitive. Et finalement, on conclut l'enquête de manière définitive. Et en fait, cette enquête, on peut la conclure, on va dire, de deux manières schématiquement. C'est soit on la conclut par une décision de non-conformité, ça a été le cas de X, soit on la conclut par des engagements de la plateforme, donc la plateforme qui dit « Ok, j'accepte ce que vous me dites et voilà ce que je vais mettre en place pour y remédier ». Ça, c'est un nouveau slide. Alors, j'espère qu'il est clair, mais en fait, pour moi, il est extrêmement important parce qu'on parle d'enquêtes en cours. Et c'est vrai que moi-même, toujours, je parle des enquêtes en cours. Donc, on a 16 enquêtes ouvertes au titre du DSA. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les enquêtes ouvertes au titre du DSA, elles sont elles-mêmes sous-divisées en cas. Et en fait, une enquête, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un peu un terme générique qui ne veut pas forcément dire grand-chose. Et en fait, à l'intérieur d'une enquête, on a différents cas. Et c'est-à-dire, on va regarder, par exemple, pour TikTok, le caractère addictif de la plateforme, ou pour Meta, l'accès aux données publiques des chercheurs. Et donc, en fait, chaque enquête est sous-divisée en différents cas. Et c'est ces cas qui vraiment correspondent à l'essentiel de notre travail. Et ensuite, donc, actuellement, on a 51 cas qui sont ouverts. Parmi ces cas, il y en a 30 qui sont toujours en cours. Donc, ça veut dire qu'on a ouvert l'enquête, on est toujours à la recherche d'éléments, et c'est justement le moment peut-être le plus opportun pour vous, pour les membres de la société civile, justement de transmettre de l'information. Ensuite, parmi ces cas, il y a eu 7 engagements et il y a eu 14 conclusions préliminaires. Les conclusions préliminaires, quand on regarde à l'intérieur des conclusions préliminaires, on a 10 qui sont toujours en cours, donc on est toujours dans le dialogue avec la plateforme où on explique nous ce qu'on pense et quelle solution elle peut mettre en place. On a un cas pour lequel la plateforme a pris des engagements, et enfin on a les 3 décisions de non-conformité pour la plateforme X. Donc en gros, tout ce que je veux dire, c'est toute enquête doit forcément être conclue. Il y a différentes solutions pour conclure une enquête, mais elle doit toujours être conclue. Et ensuite, je voulais revenir sur quelques enquêtes en cours. Donc, j'en ai 5, je vais essayer, parce que je vois que le temps passe, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, mais simplement pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne et pourquoi on a ouvert ces enquêtes-là. Donc, j'ai pris certaines des plus récentes et certaines des plus médiatiques, et je pense notamment à l'enquête sur Shein. Donc, Shein, comme vous le savez, il y a eu tout ce scandale sur les poupées sexuelles, la vente d'armes, et tout ça, c'est un scandale qui est arrivé un petit peu de France principalement, mais nous, à la Commission européenne, on était toujours en train d'essayer d'analyser la plateforme et son fonctionnement et les risques qui sont liés. Et en fait, on a reçu un certain nombre d'informations d'autorités douanières, d'autorités de concurrence, de répression des fraudes, etc., de la DGCCRF, entre autres, mais pas seulement, sur la vente de produits illégaux. Et en fait, recevoir ce type d'informations, ça nous a permis de se dire, OK, on pense que là, c'est le bon moment justement d'ouvrir une enquête parce qu'on a on a un faisceau de preuves suffisant. Donc là, pour l'enquête sur Shein, on est simplement au stade de l'ouverture d'une enquête. Et donc, vous voyez, en fait, c'était à peu près à l'automne qu'on a eu tout ce scandale sur Shein. Ça a mis un peu de temps, mais en même temps, c'est normal parce que si on devait ouvrir une enquête à chaque fois qu'on a un scandale, je pense que tous les jours, la Commission européenne ouvrirait une enquête sur une plateforme. Ensuite, le design addictif de TikTok, c'est peut-être pour moi le cas le plus emblématique, ou en tout cas l'aspect vraiment le cœur du réacteur du DSA, parce que c'est vraiment sur les risques systémiques. Et là, ce qu'on a fait, donc on a conclu de manière préliminaire l'enquête. Donc là, pour le coup, ça sert un peu à rien, on va dire, de soumettre encore des informations, puisque le dossier est ficelé. Et là, maintenant, il y a l'échange avec TikTok. Mais c'est simplement sur le design addictif. Donc, on s'est basé sur un certain nombre d'informations, d'analyses, de rapports. Je pense notamment au rapport d'Amnesty International qui avait été publié en octobre. Donc, ça fait partie des éléments de preuve. Il y en a bien sûr d'autres. Et donc voilà, qui conclut que en fait le design tellement addictif et l'algorithme tellement personnalisé de TikTok n'est pas compatible avec le DSA, et en particulier n'est pas compatible avec la notion de risque systémique et de mesures d'atténuation. En fait, TikTok n'a pas mis en place de mesures d'atténuation suffisantes. Donc maintenant, le dialogue est ouvert avec TikTok. Donc on va voir jusqu'où ils sont prêts pour respecter la législation européenne.
L'amende contre X, on en a beaucoup parlé. Donc, je pense que c'est assez clair pour tout le monde et je l'évoquais aussi déjà. C'est donc la première fois qu'on a mis une amende au sens du DSA, donc c'est 120 millions d'euros sur trois aspects qui sont relativement techniques. C'est la question des badges bleus, donc des dark patterns, donc de l'article 25, sur le manque de transparence du registre publicitaire, donc l'article 39, et enfin l'accès des chercheurs aux données publiques, donc l'article 40.12. Et là, en fait, ce qui est aussi intéressant de comprendre, c'est qu'en fait, on pourrait même rajouter une étape après la conclusion de l'enquête, c'est que là, donc, on a décidé de mettre une amende et X devra payer l'amende même si elle a été contestée. Mais en plus de ça, X doit aussi présenter un plan d'action sur ce qu'ils ont prévu de faire pour remédier à ces griefs. Donc là, on a reçu ce plan d'action juste récemment et on va voir un peu quels sont les engagements que X est prêt à prendre. Une dernière enquête vraiment de la Commission européenne, c'est tout récent, c'est le 29 avril, donc c'est la semaine dernière, et c'est simplement sur l'accès des mineurs de moins de 13 ans aux services de Meta, donc Facebook et Instagram. Et là, de la même manière, en fait, on a reçu un certain nombre de données, je pense notamment aux données de l'Arcom et de Médiamétrie sur l'accès des mineurs de moins de 13 ans à certains services de réseaux sociaux, en particulier Meta, où en fait, on avait des données qui étaient assez objectives sur la présence de mineurs. Et en fait, nous, ce qu'on dit dans cette enquête, c'est simplement à Meta, vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a des mineurs de moins de 13 ans qui accèdent à votre service et vous n'avez pas mis en place une analyse des risques suffisante. C'est-à-dire que vous nous dites, mais non, mais il n'y a pas de risque puisque simplement on n'a pas de mineurs. Et bien, nous, on leur prouve que justement, grâce aux données qu'on a, il y a justement un certain nombre de mineurs. Donc, on considère qu'il y en a à peu près entre 10 et 12% de mineurs de moins de 13 ans sur les plateformes et qu'en fait, avoir des mineurs de moins de 13 ans, en plus d'être interdit dans les conditions générales d'utilisation de la plateforme, c'est aussi un certain nombre de risques pour eux sur des rencontres qui pourraient être dangereuses pour eux, sur le développement cognitif, etc. Donc là, on leur a dit, si voilà, sur la base des informations qu'on a reçues, on considère que c'est une infraction au DSA. Et enfin, une dernière enquête qui est un peu particulière, parce que c'est pas une enquête de la Commission européenne, mais je pense que c'est important aussi de pouvoir la mentionner, et de la même manière, elle date de la semaine dernière, sur en fait, l'ensemble des régulateurs cherchent aussi des potentielles infractions, ou en tout cas font toujours ce monitoring sur les plateformes. Et en fait, l'Arcom a reçu une plainte de l'Association pour la protection des programmes sportifs qui expliquait que, en fait, grâce à Telegram, grâce à des groupes publics sur Telegram, il y avait des liens qui étaient partagés pour regarder en live streaming de manière illégale un certain nombre de contenus sportifs. Et donc, en fait, là, c'est une plainte, donc l'article 53, une plainte article 53 qui a été reçue par l'Arcom, mais l'Arcom s'est déclaré pas compétent parce que Telegram, c'est une plateforme qui est établie en Belgique et pas en France. Et donc, en fait, l'Arcom a saisi le régulateur belge, donc ici dans le cas précis c'est l'IBPT, sur ce risque donc de diffusion de liens pour des contenus piratés ou en tout cas des liens vers des sites pirates. Et donc en fait je trouve que c'est aussi important de rappeler que il y a effectivement la Commission européenne qui a un rôle central, mais il y a d'autres plateformes qui posent des risques et il y a aussi ce dialogue entre régulateurs qui existe. Donc là, je vais passer très vite, c'est simplement pour revenir sur l'ensemble des enquêtes en cours. Et enfin, le tips and tricks, quelques conseils comme ça pour vous qui connaissez bien le DSA, qui avez peut-être potentiellement envie d'y participer. Je vois des noms dans le chat que je connais ou avec qui j'ai déjà été en contact. Le premier conseil, c'est d'abord de prendre contact avec la Commission européenne ou avec son régulateur directement. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on nous a demandé explicitement au niveau de notre top management de effectivement pouvoir discuter, pouvoir expliquer, pouvoir être à l'écoute pour essayer de faire en sorte que la société civile puisse justement participer à cette mise en œuvre, puisse comprendre ce qu'on fait. Le deuxième
aspect qui est aussi pour moi important, c'est d'utiliser déjà ce qu'on a à disposition. Donc, comme vous le savez, un des objectifs premiers du DSA, c'est renforcer la transparence des plateformes. Donc, on a une base de transparence où chaque décision de modération des conduites des plateformes est répertoriée. Donc, c'est aussi une possibilité pour essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne. On a les rapports de transparence qui sont publiés par l'ensemble des plateformes et par les VLOPS deux fois par an. On a la possibilité d'avoir accès aux données quand on est un chercheur et qu'on est agréé par son régulateur. Et enfin, on a accès à un certain nombre de décisions prises. Alors, je sais qu'il y a des problèmes de confidentialité, etc. Mais il y a aussi cette possibilité d'essayer de mieux comprendre en fait comment la commission et comment les collègues travaillent et essayent de réfléchir. Enfin, il y a une question qui revient souvent, c'est comment je dois faire? Est-ce que je dois porter plainte directement auprès de l'Arcom? Est-ce que je dois directement saisir la Commission européenne? Et en fait, ce que je dis, c'est autant faire les deux directement. C'est-à-dire que pour la France, si vous avez des informations sur une plateforme en particulier, très probablement ce ne sera pas une plateforme française et potentiellement ce sera une plateforme qui sera sous la compétence de la Commission européenne. Donc, vous pouvez directement contacter la Commission européenne si vous avez des contacts. J'ai mis mon email. Mais vous pouvez aussi directement passer par le régulateur national, l'Arcom, simplement parce que vous êtes en contact avec eux, vous les connaissez. Et de toute façon, en fait, l'information, in fine, on la recevra toujours. Et enfin, le dernier point, c'est essayer de former des coalitions ou des groupes aux intérêts communs. Et c'est pour ça que je trouve que l'échange qu'on a aujourd'hui, c'est aussi hyper important comme ça d'avoir cet esprit de communauté. C'est sûr que c'est toujours mieux d'être plusieurs que un. Et nous, c'est ce qu'on essaye un peu de faire aussi au niveau européen. Donc, on essaye de développer comme ça ces interactions avec la société civile, avec les chercheurs, pour simplement parce qu'on est plus fort ensemble et on a potentiellement plus d'impact quand on est agrégé. Et voilà, j'ai parlé pendant 24 minutes 49. Je vais m'arrêter là et je serai ravi de prendre les questions. Merci beaucoup, Arthur. L'ensemble de cette présentation fait un petit peu écho à une autre présentation de certains de vos collègues, notamment que j'ai entendu au sein de la conférence à Amsterdam, la conférence du TSA Observatory. Et j'ai une petite inquiétude qui ressort. J'ai l'impression que les agents de la commission ont un peu tendance à beaucoup se justifier. Et je pense qu'avant même de parler des questions, de réfléchir ensemble et de débattre ensemble des questions qui sont déjà dans le chat, je tiens quand même à dire qu'on est dans un climat géopolitique qui est très compliqué. C'est sûr, la société civile attend beaucoup de l'action de la Commission et des régulateurs au niveau national, au niveau européen, du board, etc. Mais je pense que collectivement, on peut reconnaître aussi que c'est un travail qui est difficile. Qui est pas évident. C'est aussi, comme vous l'avez expliqué, une sorte de de montée en puissance, je dirais, parce que c'était pas dans la culture de la commission, excepté pour la DG Comp, de faire de l'enquête, de faire de la procédure. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Alors, il y a des frustrations, il y a des choses qui peuvent être améliorées, mais déjà avant tout, je pense que c'est important que collectivement, on reconnaisse tout le travail qui a déjà été fait, qu'on remercie les agents de la commission pour leur implication. Je pense que la plupart d'entre eux, la grande majorité, font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Donc pour ça, merci beaucoup. Et l'idée, je pense, des questions qui vont suivre, c'est aussi de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut collectivement, comme vous l'avez dit, essayer de réfléchir à des mécanismes qui soient plus fluides, plus facile. Et je pense qu'il y a déjà un certain nombre de questions qui ressortent et qui sont en lien avec les interactions, je dirais, société civile et Commission européenne. À ce titre, je vais faire un peu d'autopromotion et faire référence au rapport que j'avais rédigé déjà en 2023 sur comment la Commission européenne peut s'enrichir de la société civile, notamment en créant un groupe d'experts. Pour l'instant, cette recommandation, qui était un peu la recommandation principale du rapport, n'a pas été encore mise en œuvre, mais j'ai de l'espoir qu'un jour ça advienne. Mais je sens que dans beaucoup des questions, et aussi
ce qui transpire un peu ou ce qui ressort de la présentation, il y a quand même un petit côté gênant il faut connaître quelqu'un au sein de la commission pour pouvoir porter un message. Et j'ai vu certaines questions en lien à, mais si on ne connaît pas quelqu'un, si on n'est pas sur Paris, si on n'est pas sur Bruxelles, si on n'est pas dans la petite bulle de Bruxelles, est-ce que ce ne serait pas utile que la Commission permette aussi des moyens de faire remonter des informations de manière moins, je dirais, informelle et justement qui prévoit des mécanismes plus structurels pour organiser davantage ce dialogue entre société civile et régulateurs? Merci, merci beaucoup déjà pour les mots d'encouragement. C'est vrai que ça fait plaisir et effectivement, je peux garantir que chacun, tous les collègues que je connais en tout cas travaillent énormément on cherche toujours à justifier, mais je pense que c'est important aussi de se justifier parce que ce qu'on fait, ça a un impact énorme. Et c'est vrai qu'en fait, beaucoup des procédures du DSA sont copiées ou inspirées des procédures de droit de la concurrence. Et je dis pas que le droit de la concurrence, c'est pas important. Ce que je dis, c'est que ça n'a pas forcément le même impact sur nos sociétés et nos démocraties. Que démanteler un cartel, aussi important soit-il, ça n'a pas forcément le même impact qu'une plateforme qui déciderait de fausser une élection ou un scrutin quelque part, ou de l'impact qu'une plateforme peut avoir sur la santé mentale de nos mineurs. Et donc en fait, c'est vrai que le DSA a aussi cet enjeu démocratique qui est vraiment au cœur du texte, où en fait on essaie de réguler, on essaie de faire en sorte que l'espace de débat, que l'espace démocratique soit mieux régulé, et c'est vraiment l'objectif du DSA. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaie de justifier et d'expliquer ce qu'on fait, et je pense que c'est important simplement de pouvoir expliquer ce qu'on fait, comment on avance, nos priorités, etc. Sur la question plus précisément de comment on peut essayer de mieux organiser les choses, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, d'ailleurs, on essaye de le faire. Et là, logiquement, on va lancer une plateforme là tout prochainement, justement pour permettre aux organisations de la société civile à la fois de pouvoir s'inscrire et recevoir l'information. Parce qu'en fait, c'est aussi beaucoup de ça, c'est aussi recevoir la bonne information au bon moment, essayer de comprendre typiquement les enquêtes, essayer de comprendre quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on regarde. Et par exemple, c'est quelque chose qui existe en droit de la concurrence, et peut-être que c'est quelque chose dont on pourrait s'inspirer, avoir des espèces de call for evidence, voilà, là on regarde ça précisément, est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Donc, en tout cas, là, on travaille à la mise en place d'un portail pour justement recevoir l'information, pour pouvoir, pour aider la société civile à recevoir l'information. L'objectif de moi et de tous mes collègues aussi, c'est de pouvoir faire ce lien au niveau national. Je pense que c'est extrêmement important. Effectivement, les organisations de la société civile à Bruxelles, qui sont déjà structurées, ont un accès parfois privilégié, mais je pense que en fait, il y a beaucoup de choses qui existent aussi au niveau national, et pour nous, c'est important aussi de pouvoir faire remonter cette information et pas seulement se contenter des organisations bien connues de Bruxelles, même si elles ont un rôle essentiel à jouer aussi elles-mêmes, de essayer de rassembler comme ça les différentes associations nationales. Et enfin, un dernier aspect sur lequel on travaille, c'est que effectivement, c'est bien de pouvoir soumettre des informations, des observations, pouvoir échanger avec la Commission européenne, mais pour nous, c'est aussi extrêmement important de pouvoir améliorer le feedback qu'on peut donner. Parce qu'en fait, si on transmet une information et que derrière, il n'y a aucun follow-up, et simplement la source va un peu se tarir, parce que les gens vont nous dire mais non, mais en fait ça sert à rien ce qu'on fait, c'est une boîte noire, et en fait on reçoit pas l'information. Donc il y a ces trois aspects, et on y travaille. C'est assez compliqué, mais on y travaille, et j'ai bon espoir qu'on fasse des progrès dessus. Ok, super intéressant l'idée d'avoir la plateforme, mais si je comprends bien, c'est une plateforme assez descendante, donc la commission qui transfère de l'information auprès de la société civile, et la potentielle plateforme ascendante qui serait le potentiel call for evidence. Ça, c'est pas encore tout de suite prévu, si j'ai bien compris.
Pas C'est forcément, pas... non, non, mais c'est même simplement une adresse email où on peut contacter. Mais après, comme vous le savez, on peut toujours créer des adresses génériques. Mais ça Hmm. fonctionne toujours mieux quand on connaît une personne et qu'on a l'adresse directement. Mais ce serait aussi simplement d'avoir des adresses génériques sur, voilà, là, je veux soumettre mes observations sur cette plateforme, etc. Donc ça, on y travaille. Ouais. Donc ça irait dans les deux sens, ascendant et descendant. Ok. Et une question un petit peu plus précise en lien avec justement ce dialogue, on va rester sur ce thème. Alors, tout à l'heure, il était évoqué le dialogue entre régulateurs. Pour les juristes, on connaît très bien la théorie du dialogue des juges, où il y a eu beaucoup de réflexions autour de cette question. Donc, ça m'a un petit peu amusé de voir la transposition au monde de la conformité et des plateformes. Dans le cas donc une amende a été prononcée, comme c'est le cas pour X, avec potentiellement un plan de mise en conformité qui va être négocié, mis en place, etc. La question qui est posée, c'est quelle est la place de la société civile dans ce plan de mise en conformité? Et j'irai même un petit peu plus loin. Quand j'avais travaillé justement sur ce rapport, j'avais eu des retours très intéressants d'associations de consommateurs qui ont des chaînes de discussion très fluides avec la Commission et qui permettent de faire remonter des observations du terrain à la Commission en cas justement de plan de mise en conformité qui ne serait pas conforme à ce que l'acteur dit à la Commission. Comment est-ce qu'on inclut aussi la société civile dans cette étape-là? Une excellente question et je suis pas sûr d'avoir une réponse claire. Aussi, puisque là, on explore une partie nouvelle qu'on n'a encore jamais explorée, le plan de conformité. Donc, je crois que c'est l'article 75, si je dis pas de bêtises, c'est une nouvelle partie du DSA qu'on explore. Et donc, comment exactement on peut faire en sorte que la société civile, honnêtement, je saurais pas vraiment vous le dire. Ce que, ce que je sais, c'est que effectivement, nous, on essaye déjà d'inclure les régulateurs nationaux. Enfin, en fait, c'est pas on essaye d'inclure, c'est on doit inclure les régulateurs nationaux qui peuvent donner leur avis sur le plan d'action. Ensuite, sur la société civile, on est aussi contraint par des délais qui sont très serrés, donc c'est 1 mois. Donc, en fait, je suis même pas sûr qu'on puisse inclure comme ça, mais l'idée, c'est quand même de pouvoir le faire de manière transparente et au moins qu'on puisse avoir du follow-up une fois que l'avis sera publié. Ok, très bien. Et alors, il y a une petite réaction par rapport au conseil de faire les deux, de contacter tant la commission que les DSC ou le DSC, avec le fait que en fait, ça crée le double du coût, ça demande un double de suivi. Et c'est vrai que là, ça nous renvoie un peu à l'aspect financement des associations, difficulté effectivement gérer les activités, etc. Est-ce que c'est le système le plus efficace de tout dupliquer? Mais même, je pense pour les régulateurs eux-mêmes, parce que si on reçoit, normalement, il y a des procédures en interne qui font que le DSC national communique bien avec la commission, et donc, est-ce que c'est vraiment utile si il y a, voilà, est-ce il y a vraiment une réflexion côté société civile quand on conseille de contacter les deux régulateurs? Est-ce que c'est optimal? Absolument pas. Euh, la seule chose, c'est que en même temps, c'est, on va dire, une solution un peu pragmatique. Que, en fait, pour voir véritablement comment ça se passe, euh, si on reçoit un rapport directement de la part de Amnesty International ou une autre organisation, ou s'il passe par le régulateur national, ça change pas. En fait, ce qui est important, c'est qu'il arrive à la bonne personne. Euh, je veux dire pas la bonne personne, mais la bonne équipe. Donc, en fait, peu importe quel chemin cette information va prendre, euh, tant qu'il arrive à la bonne personne. Ensuite, c'est vrai que si on a des contacts directement à la Commission européenne, et typiquement, j'en suis un et je suis ravi de pouvoir échanger avec vous, si on a des contacts directement à la Commission européenne, on a un accès qui est plus direct, même si, encore une fois, moi, par exemple,
je travaille pas directement sur l'enquête sur TikTok. C'est pas moi qui vais prendre une décision. Je vais simplement pouvoir en parler avec mes collègues, faire en sorte que eux ils aient bien reçu et que ce soit utile pour eux. Ensuite, il y a aussi la possibilité de passer de passer par l'Arcom, donc pas directement, mais de passer par l'Arcom. Et en fait, ce qu'on y gagne en passant par l'Arcom, c'est aussi une dimension qui va être un peu plus politique. Je pense typiquement à cet aspect sur le piratage sportif. Donc effectivement, quand on est soutenu par son régulateur national qui peut aller dans la presse ou qui peut dire à un autre régulateur ou à la Commission européenne, et ben voilà, regardez ce que cette association a fait, on considère que c'est très pertinent et très utile. Alors dans ces cas-là, on a un peu plus ce poids. Et là, je vois la question, du coup, je me permets de rebondir directement. Si un formulaire de plainte, oui, en fait, un formulaire de plainte, logiquement, c'est ce qui existe, c'est ce que demande l'article 53. Il y a certains régulateurs qui l'ont mis en place. Je pense que l'Arcom a simplement mis une adresse email. En fait, la question, c'est plutôt ce qui est fait ensuite de cette information. Donc oui, un formulaire, mais en fait, un formulaire, c'est aussi extrêmement frustrant parce que si on n'a aucune réponse derrière de l'autorité qu'on a saisie, j'imagine que c'est aussi extrêmement frustrant. Oui, alors ça, pour le coup, la question de comment est-ce qu'on gère du traitement des plaintes, c'est vrai que beaucoup d'autorités précédemment se sont posé cette question, même enfin, feu le CSA, je dirais. Et c'est vrai que je trouve, en l'état actuel, que ce soit CNIL, Arcom, etc., côté société civile, il y a beaucoup de frustration parce qu'il y a finalement assez peu de retours. En 2020, dans ma thèse, je proposais ce qu'une personne propose dans le chat, à savoir avoir un espèce de panorama sur l'avancée au sein de la plateforme, en fait, pour dire, bah voilà, état d'instruction, état de décision, classement sans suite, enfin, quelque chose. On a des outils numériques qui permettraient de faire ça, et c'est vrai que il y a peut-être un peu de frustration, et je pense qu'une des difficultés, c'est aussi que on a avec une adresse mail, d'ailleurs, adresse mail, celle de l'Arcom, qui est pas publique. Elle n'est pas disponible sur le site de l'Arcom. Elle n'est pas communiquée publiquement, ce qui est en soi un énorme problème. Et on a vraiment l'impression qu'il faut être copain pour pouvoir avoir l'adresse mail, etc. Là, il y a un vrai enjeu, d'ailleurs, de conformité avec le DSA, mais ça, c'est un autre sujet. Et puis, c'est pas le rôle enfin, potentiellement, pas le rôle du DSA officer, en tout cas, pas dans le cadre Non, de c'est pas cette, mon rôle. pas dans le cadre de cette séance, mais je pense qu'il y a effectivement une petite différence qui serait pertinent d'opérer entre une personne qui va sur un site, qui voit un contenu, qui se dit ça c'est pourri, il faut absolument que le régulateur fasse quelque chose, envoie une plainte n'importe comment, versus des plaintes qui sont construites par des organismes de la société civile, par des chercheurs qui passent beaucoup de temps à élaborer un dossier qui est construit, qui l'envoient, et derrière il n'y a pas de retour, qui crée effectivement beaucoup de frustration. Et je pense que comme vous l'avez identifié, c'est quelque chose qui existe et sur lequel je pense que la commission doit être très vigilante. Ouais, peut-être simplement pour réagir, la question des plaintes, c'est une question qui est assez essentielle dans le DSA, mais moi, ce que je préfère, c'est la voir comme un des outils, encore une fois, qui nous permet de recevoir de l'information. Et en fait, il faut bien se dire aussi que en fait, les plaintes, et c'est ce que vous disiez, il y a énormément de différences dans la qualité des plaintes qu'on reçoit, ou parfois, enfin que les régulateurs nationaux peuvent recevoir, mais moi aussi, parfois, ça m'arrive de recevoir des courriers de plaintes où ça peut aller de la personne qui nous dit ah mais regardez mon contenu a été supprimé alors qu'il ne devrait pas. Nous, on n'est absolument pas compétent pour ça, ni l'Arcom ni la Commission européenne n'est compétent pour une décision propre de modération d'une plateforme. Donc parfois, on va recevoir ça, on va être inondé derrière ça, et puis parfois, on va recevoir des plaintes qui sont complètes, qui sont justifiées. Et en fait, c'est quel est le seuil en fait? À quel moment ça devient vraiment utile? À quel moment on considère que c'est plus une plainte individuelle, mais c'est véritablement une contribution
aux enquêtes, aux enquêtes en cours ou éventuellement à l'ouverture d'une nouvelle enquête. Alors, merci pour ces éléments. Si on dérive un peu sur une autre thématique de question qui est plus liée au rôle de la Commission européenne de manière générale, il y a une question d'une personne qui s'interroge justement sur l'articulation entre la compétence DSC, donc régulateurs nationaux, et la compétence Commission européenne à l'égard des très grands services dans lesquels vraisemblablement certains DSC se jugeraient incompétents, même en matière d'articles 14 ou 15, dans les cas où effectivement il y aurait potentiellement une dualité de compétences. Est-ce que vous pouvez donner quelques éléments? Je cherchais, parce que je pense que le plus simple, c'est un slide. Donc, je cherche juste le bon slide, qui est pas dans cette présentation, mais qui est dans une autre que j'ai juste devant. En fait, il faut bien comprendre que déjà, les autorités travaillent ensemble, que la Commission européenne est en contact, je pense, tous les jours avec... Voilà. Et j'ai mon slide ici. Donc, je vais juste me permettre de partager mon écran de nouveau. C'était pour cette présentation que vous avez raté, malheureusement. Mais voilà ce dont on parlait. Des obligations, ça c'est l'ensemble des obligations du DSA. Et donc, en fait, il faut comprendre que pour toute la partie à droite, donc toute la partie qui s'applique aux plateformes en ligne, aux services d'hébergement et aux services intermédiaires, toutes ces obligations, l'autorité qui est compétente, c'est le régulateur national où la plateforme est établie. Donc, pour les très grandes plateformes, dans la majorité des cas, c'est l'Irlande. Donc, par exemple, pour Facebook, Instagram, TikTok, etc., c'est l'Irlande qui est responsable de toute la partie à droite du slide. Par contre, tout ce qui est en bas, donc les obligations les plus strictes, en particulier la gestion des risques et les mesures d'atténuation des risques, les audits, les systèmes de recommandation, l'accès aux données, etc., ça, c'est la Commission européenne exclusivement. Et ensuite, il y a un aspect qui est un peu particulier dans le DSA, c'est que la Commission européenne, pour les obligations sur les VLOPS, peut décider de se saisir d'un de ces articles. Et par exemple, sur les dark patterns, donc l'article 25, la Commission européenne peut décider de se saisir, peut décider d'ouvrir une enquête. Et dans ces cas-là, quand la Commission européenne ouvre une enquête, elle ôte de sa compétence le régulateur national. Donc, ça a aussi été le cas sur des mesures de la protection des mineurs, par exemple sur Snapchat. Snapchat, c'est un service qui est établi aux Pays-Bas. ACM, le régulateur national, avait ouvert une enquête sur la protection des mineurs, donc l'article 28. Donc l'article 28, c'est dans le cadre général du DSA. Et en fait, en lien évidemment avec ACM, c'est pas la Commission européenne qui va prendre l'enquête d'ACM. Évidemment, il y a tout un échange qui se fait. La Commission européenne a considéré qu'en fait le risque était systémique, donc était si important pour l'Europe, et donc a ôté de sa compétence le régulateur hollandais. Et donc maintenant, c'est une enquête de la Commission européenne. Par contre, ce qui est assez drôle, c'est que on a eu effectivement un échange avec ACM là-dessus, et qu'en fait ils envoient un collègue, en fait, simplement de ACM qui va venir travailler avec la Commission européenne, avec les services de la Commission européenne sur cette enquête en particulier. Voilà, j'espère que c'était clair comme ça, mais au moins, comme ça, vous avez le support visuel. Ouais, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Je pense pour compléter, il y a aussi l'article 56 qui prévoit une compétence exclusive. Et pour le reste des obligations, voilà, ça peut se partager, ça peut se réorganiser au fur et à mesure. Donc peut-être comme suivi à cette question, concrètement par exemple, pour règlement extrajudiciaire, on serait dans quelle compétence? Est-ce que ça serait le régulateur national ou Commission européenne ou potentiellement les deux?
Alors concrètement, règlement extrajudiciaire, c'est l'article 21, donc c'est le cadre général. Et donc si c'est sur une plateforme qui est établie en France, c'est l'Arcom. Si c'est, et j'imagine que c'est le cas pour une grande plateforme, alors c'est le régulateur irlandais ou hollandais dans certains cas. Mais donc Ok, c'est le régulateur national. Et à ma connaissance, la Commission européenne n'a pas ouvert d'enquête sur l'article 21 précisément. Donc pour le moment, c'est la pleine responsabilité du régulateur national. très bien. Merci beaucoup. Alors, une autre question, cette fois-ci, plutôt liée à la transparence de l'activité de la commission avec, je vais la résumer un petit peu, c'est une critique, et ça c'est vrai que je rejoins cette question, c'est que en tant que juriste, on a beaucoup accès à des communiqués de presse, mais assez peu aux décisions ou à des précisions très concrètes sur le fond. Et c'est vrai que c'est très délicat de pouvoir faire des analyses juridiques sur l'activité de la commission, sur les enjeux et les interprétations des différents articles qui laissent quand même une certaine marge d'appréciation et d'interprétation sans avoir accès à de la documentation qui soit vraiment juridique et qui soit pas juste du communiqué de presse. Est-ce que vous allez euh, modifier un petit peu ces modalités de communication? Est-ce que vous allez avoir un peu plus tendance à publier automatiquement les décisions et pas seulement par communiqué de presse? Automatiquement, sûrement pas. Par contre, ce qu'on va faire, c'est respecter les obligations de transparence du DSA qui s'appliquent aussi à nous. Et typiquement, sur les conclusions préliminaires, logiquement, on doit publier des documents qui, justement, doivent expliquer de manière un peu plus en détail le raisonnement de la Commission européenne là-dessus. En fait, le problème, c'est que tous ces documents contiennent des informations qui sont confidentielles, évidemment, qui sont confidentielles sur le fonctionnement même des plateformes. Il faut bien se dire qu'on s'intéresse aux algorithmes des plateformes, c'est vraiment le cœur du réacteur des plateformes et c'est justement ce à quoi les plateformes tiennent le plus, c'est le fonctionnement de leurs algorithmes. Donc, à chaque fois, les plateformes vont dire, ah oui, non, mais ça, on peut pas publier ça, on peut pas publier ça, on peut pas publier. Et donc, il y a tout un dialogue qui s'installe encore une fois avec les plateformes, simplement sur ce qu'on peut publier ou pas. Et donc, c'est pour ça, en fait, que ça met du temps. Mais personnellement, je suis complètement d'accord avec vous. Je trouve que c'est extrêmement frustrant de pas avoir accès à ces informations. Euh, Parce que seulement en ayant accès à ces informations, on peut comprendre comment on travaille, on peut comprendre quelles sources sont utilisées. Et je sais qu'il y a des collègues qui font tout un travail d'essayer de recenser justement quels sont les documents qui ont été publiés par la Commission européenne. Mais en fait, on voit aussi que c'est un enjeu aujourd'hui qui est devenu aussi politique. Je pense que ici, on est entre gens qui suivent ça de près. La décision de la Commission européenne, la décision de non-conformité de la Commission européenne sur X, en fait, était publiée, pas par nous, mais par d'autres. Euh, et donc on voit aussi à quel point ça peut être utilisé. Mais effectivement, je pense qu'on doit être meilleur là-dessus, qu'on doit avoir un peu plus de transparence. Pas, enfin, il y a un aspect, c'est bien sûr pour montrer ce qu'on fait, mais l'autre aspect, c'est aussi pour être sûr de pouvoir recevoir de l'information de votre part. Oui, alors là-dessus, enfin, en tant que chercheuse, j'ai aucune certitude que la décision qui a été publiée par le DOJ est effectivement celle qui a été prise par la Commission. Et ça, c'est un vrai problème, et je pense que la Commission européenne ne se rend pas compte que, en réalité, en actant qu'une décision puisse être publiée par un tiers, c'est aussi potentiellement. Enfin, j'ai aucune certitude que c'est exactement le même document. Et c'est pour ça que j'ai fait une demande de communication de documents administratifs et de documents officiels à la Commission. Mais je veux dire, il y a un vrai travail et je pense qu'il faut être attentif. Et je sais que c'est pas l'analyse générale, mais tous les documents qui sont produits par la Commission ne contiennent pas nécessairement des données confidentielles. Et regardons si c'est effectivement la même décision qui a été publiée, enfin, si c'est effectivement la bonne décision qui a été publiée, j'ai pas l'impression que X s'est écroulé et que son secret des affaires a disparu et puis depuis quelques semaines, X n'arrive plus à modéliser son modèle d'affaires. Donc je pense qu'il y a aussi un équilibre à trouver. Il y a beaucoup de personnes qui se sont
intéressés à comment on caviarde des décisions, comment on réfléchit à éviter d'avoir de la documentation. Et là, j'ai un peu l'impression qu'on réessaye à nouveau de réinventer la roue, alors même qu'il y a déjà un gros travail qui a été fait de ce côté-là. Mais comme le temps file, je vais vite passer à la question suivante et je ne vais même pas permettre de réagir, donc c'est très mal poli de ma part. Mais est-ce que vous pourriez préciser les actualités et le rôle du board pour la commission, les interactions entre les deux? Ouais. Le board, c'est une structure qui a grandi. Comme je disais, on est passé d'un call où on était 6 régulateurs à l'époque où je travaillais à l'ARCOM à aujourd'hui, c'est une réunion tous les 2 mois avec l'ensemble des représentants, mais surtout, en fait, ce qui est plus intéressant que le board, c'est comment ça se décline au niveau des working groups. Et donc aujourd'hui, il y a 8 working groups qui se réunissent, je pense, quasi tous les mois. Donc en fait, on a des interactions qui sont continues avec les régulateurs nationaux. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait précisément alors, il y a des choses qu'il doit faire comme inscrire dans le DSA, par exemple, donner son avis quand on a un acte délégué ou des lignes directrices. C'est aussi simplement échanger sur les priorités. Donc, je pense que à la dernière réunion du board, il y avait toute une discussion sur la protection des mineurs en ligne. Donc, il y a eu tout un débat sur savoir comment protéger les mineurs en ligne, quels sont les outils à mobiliser, quelle est aussi l'actualité nationale. On parle beaucoup de la majorité numérique, donc c'était aussi l'idée de pouvoir avoir ce débat-là. Donc, il y a différentes thématiques qui sont approchées. Il y a des aspects très formels. Prochainement, il y aura des lignes directrices sur les signaleurs de confiance. Donc, le board a d'abord été impliqué dans la rédaction des lignes directrices sur les signaleurs de confiance. Donc, le board, donc c'est-à-dire les régulateurs nationaux. Et ensuite, le board devra approuver de manière formelle ces lignes directrices. On a parlé du plan d'action sur X, donc c'est aussi un autre aspect. Un aspect qui est aussi important pour moi, c'est justement l'accès aux données des chercheurs, où là, c'est justement beaucoup de comment les autorités nationales peuvent travailler ensemble, comment un chercheur qui est établi en France peut faire sa demande et ensuite comment le régulateur français va transférer la demande au régulateur irlandais, comment on peut soutenir et harmoniser un peu ces principes-là. Donc, il y a différentes choses, différentes priorités, différents axes d'action, mais en tout cas, c'est assez riche et ça mobilise. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être 150 personnes qui sont en échange comme ça entre les régulateurs nationaux et le staff de la Commission européenne. Et peut-être toute dernière question assez brièvement. Là, pour le coup, c'est un peu en retour sur les sujets qu'on a abordés de plainte. Et ça, c'est vrai que c'est une difficulté qu'on a en protection des données, qu'on a en matière de concurrence, etc. C'est quelle est la place du plaignant dans ces procédures. Alors, avec la Commission européenne, il n'y a pas de plainte qui est possible. En revanche, au niveau des régulateurs nationaux, c'est quelque chose qui est ouvert. Et comment on fait du contradictoire dans le cadre du DSA? C'est une bonne question parce qu'en fait, c'est simplement pas prévu dans le DSA, justement. En fait, l'article sur les plaintes, l'article 53, en fait, il est assez court. Il est assez peu développé justement sur quels sont les droits. Donc, il y a effectivement le droit à être entendu, le droit de contester une décision, mais en fait, c'est un article qui est assez peu développé et ça fait justement partie d'un des axes de travail du board qui est comment on s'assure que quand on reçoit une plainte, elle est transférée à la bonne personne, que la personne qui a porté plainte a aussi de l'information sur le statut. Donc évidemment, avoir une sorte de dashboard comme ça du parcours de la plainte, ce serait idéal. Je ne sais pas si ça sera mis en place parce que ça demande aussi un certain nombre de ressources. Mais donc il y a tout un groupe de travail au sein du board qui se penche sur cette question. Merci beaucoup pour ces réponses. Pour information, la CNIL avait commencé à mettre un dashboard en place et puis ils sont revenus en arrière. Mais peut-être que c'est un outil open source qui peut être réutilisé et du coup, ça sollicitera pas beaucoup de ressources à enquêter. Pour conclure déjà, je tiens à renouveler vraiment chaleureusement mes remerciements à vous, Arthur, mais aussi à l'ensemble des équipes de la Commission européenne.
Je pense que tous les échanges qu'on vient d'avoir et qu'on a régulièrement prouvent qu'en fait la société civile est plutôt là pour épauler, accompagner, en tout cas à la volonté de soutenir les missions de la commission et aussi les soutenir dans un temps, encore une fois, qui est géopolitique, qui est assez difficile, où on sait qu'il y a beaucoup de pression extérieure. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qu'il est important que vous ayez en tête, c'est que même si parfois on demande des choses, c'est aussi parce qu'on veut que vos missions puissent être éclatantes, je dirais. Donc merci beaucoup pour ça. Vous avez notre soutien, vous avez nos recherches, nos cerveaux, nos contestations parfois. Mais voilà, vous avez surtout notre soutien. Je profite aussi de ce moment pour remercier l'ensemble des intervenants des 12 sessions des Lunch and Learn qui ont permis de faire vivre toutes ces thématiques riches et variées en lien avec la modération des contenus. Et je salue l'ensemble des participantes et des participants qui ont permis de rendre ces différentes sessions aussi passionnantes que vivantes. Et enfin, c'est vers mes collaboratrices et mes collaborateurs que je me tourne maintenant. Sans vous, rien n'aurait été possible ni pareil. Je tiens donc à remercier chacun d'entre vous pour son implication, son soutien et ses grandes qualités qui ont vraiment donné vie à cette chaire. Chère Stéphania, dit Stéphano, Antonin Decrul, Valentine Leroux, Garance Denner et Clara Tabuteau, un immense merci. Encore une fois, vous pouvez retrouver tous nos travaux sur le site régulation-tech.cnam.fr et vous pourrez nous retrouver à d'autres occasions pour poursuivre les échanges. Merci encore à toutes et à tous et bonne continuation.